Bonjour et merci à tous et toutes de nous rejoindre dans ce webinaire. Je m'appelle Franco Salvez et je vais être le modérateur. Le sujet du webinaire, il s'agit de vous informer à propos des nouveaux traitements PMA pour le couple de femmes en Espagne et vous renseigner sur tous vos doutes. Il nous rejoint la docteure Zulima Blanco, spécialiste en gynécologie, PMA et endocrinologie reproductive qui travaille à IVF Life à Donostia. Et bon, je vous rappelle qu'il y aura aussi à la fin du webinaire une session des questions et réponses. Toutes les questions sont anonymes, donc n'hésitez pas à poser vos doutes à la docteure Blanco qui répondra à toutes vos questions. Merci beaucoup. Merci, Fran. Donc, vraiment, ce soir, on vous organise cette session pour vous expliquer un peu les différentes options de PMA pour les couples de femmes que nous avons ici en Espagne pour vous. Et un peu pour vous donner l'idée du plan de la présentation, on va parler de généralité, la législation, la situation de la PMA en France, la différence France-Espagne, et comment est-ce que nous faisons ici la sélection des donneurs. Et après, on parlera de techniques, spécifiquement l'insémination artificielle, que c'est la technique plus simple, la fécondation in vitro, et finalement, la maternité partagée, la méthode ROPA. Okay? Et à la fin, on va répondre à vos questions sans problème. Okay? Donc, il y a quelques années, pour avoir un enfant, les seules options étaient d'être un couple hétérosexuel ou adopter un enfant. Mais vraiment, au cours des dernières années, l'organisation de la société a beaucoup changé, tout comme la notion de famille. C'est d'entre nous que nous travaillons dans le monde de PMA, nous sommes généralement un peu ouverts à cette variation et nous sommes habitués à travailler avec des femmes célibataires, des couples homosexuels et bien sûr des femmes âgées en quête de grossesse. Donc, on essaye toujours de sortir du moule. Et comme vous savez déjà, le concept de famille s'est élargi aux dernières années. Et à ce moment, aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a une variation de modèles traditionnels. Et les familles peuvent être différenciées par le nombre de parents, par exemple monoparental, ou biparental, multiparental, mais aussi par l'orientation sexuelle des parents, tels que les homosexuels ou hétérosexuels. Et finalement, nous pouvons différencier aussi par la présence ou non d'un lien biologique et génétique entre eux, comme la famille reconstituée. Mais quelle est la situation européenne? Que dit la loi espagnole et la différence France-Espagne? En Espagne, grâce aux changements sociaux et législatifs, depuis l'année 2006, tous les patients célibataires ou en couple homosexuel peuvent accéder à la maternité d'une façon simple et sans problème. La loi ici nous indique, comme je vous dis, 2006, que les femmes peuvent utiliser les techniques de PMA, quel que soit leur état civil ou leur orientation sexuelle. Nous savons qu'en France, c'est un peu différent et c'est depuis l'année 2021 que vous avez changé un peu la législation. Mais par exemple, ici, dans ce tableau, vous pouvez voir en France, au début, l'accès de techniques a été interdit pour les couples homosexuels et aussi la maternité partagée. En Espagne, par contre, depuis 2005-2006, est autorisé les deux. Et le changement de la loi en France a passé août 2021. Et à ce moment, c'est possible pour les femmes homosexuelles d'accéder aux techniques de PMA.
Cependant, la loi maintient l'obligation de, par exemple, si c'est un couple homosexuel qui passe par la méthode ROPA, la maternité partagée, la loi maintient l'obligation de passer par l'adoption de l'enfant. Et ce processus n'est pas nécessaire si c'est le cas de couple hétérosexuel. Donc, même aujourd'hui en France, il y a un délai pour avoir la disponibilité des donneurs et des donneuses. Les centres de paiement ne sont pas du tout organisés pour répondre à la demande qui est croissante. La demande est très trop alta, élevée. Et il y a un délai. Donc, il reste toujours des patients qui viennent en Espagne pour commencer le traitement plus rapidement. Donc, en France et en Espagne, il y a différence. Mariage, à ce moment, est autorisé dans les deux pays. L'accès à la paiement aussi autorisé, mais nous savons qu'en France, c'est un peu avec les délais et les situations correspondantes. Et la maternité partagée, oui, en Espagne. Concernant un nombre de donneurs suffisant, oui, en Espagne. Et l'autre différence, c'est la condition d'anonymat. Et nous savons qu'en France, le couple a l'accès à l'identité du donneur. Par contre, ici en Espagne, la seule option pour accepter la technique, c'est l'anonymat total. Pour vous, ça sera complètement fermé. La seule chose que nous pouvons vous informer, c'est le phénotype du donneur, mais pas l'identité. Concernant la sélection des donneurs, comment est-ce que se passe, quelles sont les considérations pratiques? Vraiment, ici en Espagne, pour devenir donneur, il doit passer en avance pour des examens exhaustifs. Et il doit passer par les tests psychologiques, l'entretien avec le psychologue, plusieurs analyses, bilan sanguin, le bilan infectieux, qui est plus profond que le vôtre. En plus, tous les études génétiques, la charge génétique, les karyotypes, qui doit être normal, et l'étude génétique, l'extinction de l'étude génétique, c'est l'étude R, c'est le test de compatibilité génétique, l'étude de mutation récessive. Et aussi, si c'est nécessaire, les composants immunologiques. Finalement, pour le choix du donneur, il faudra se baser essentiellement sur les phénotypes de la patiente qui va coucher. Phénotype, ça veut dire couleur de peau, des cheveux, des yeux, taille et groupe sanguin. Et si nécessaire, nous pouvons faire en plus le matching immunologique et génétique. Okay? La condition, c'est l'anonymat. Même si on travaille avec une banque internationale, si vous décidez d'acheter le sperme dans un autre pays, la condition, c'est ça doit être complètement anonyme, fermé. Et considération pratique, nous avons la disponibilité ici en Espagne sans liste d'attente et facile et rapide d'utiliser les banques nationales, différentes banques nationales de sperme. Et avec une banque nationale, le traitement c'est moins cher, c'est rapide, pas de liste d'attente. Et même si la famille, la personne, la femme a un phénotype particulier, normalement, il n'y a pas de problème. Il y a suffisamment de donneurs ici pour répondre aux demandes. Par contre, si on utilise si vous décidez d'acheter le sperme dans une banque internationale, ça c'est plus court pour vous. Il faut prendre compte aussi le délai pour le déplacement d'échantillons, le transfert d'échantillons de sperme et aussi la considération si votre phénotype est particulier, ça peut être un peu difficile. De toute façon, si vous achetez le sperme dans un autre pays, la condition, c'est toujours l'anonymat. Et maintenant, on va passer à vous expliquer un peu les différentes techniques de paiement. Et l'insémination artificielle, c'est la technique qui est plus simple, plus facile à faire. L'insémination cherche à synchroniser l'ovulation avec l'arrivée du échantillon de sperme à la cavité utérine. Et normalement, tous les cycles se commencent avec les règles. De la règle jusqu'à l'ovulation, la patiente doit passer par des échographies serrées pour confirmer
pour trouver le moment de l'ovulation. Et à ce moment, on va programmer donc l'insémination 2 jours plus tard. Okay? La première partie du processus, vous pouvez le faire chez vous avec votre médecin généraliste, votre gynécologue, radiologue en France. Et vous pouvez vous déplacer uniquement pour l'insémination. Okay? Le jour de l'insémination, le laboratoire doit s'occuper de préparer, laver l'échantillon spermatique pour le processus. L'insémination est un processus simple, pas douloureux. La seule chose que la patiente peut sentir, c'est le spéculum. Et on passera l'échantillon avec une petite canule par le col de l'utérus. C'est comme un frottis. Okay? Le taux de réussite d'une insémination artificielle par cycle, c'est 20-25%. Ça veut dire que parfois, c'est nécessaire de passer par plusieurs essais pour trouver la grossesse. Okay? Ça, c'est un des avantages que nous pouvons indiquer de l'insémination. La nécessité peut-être de répéter le processus, pas parce que c'est un mal traitement, mais parce que le taux de réussite, c'est ça, même si tout est normal, si tout est bon. Et dans le processus d'insémination artificielle peut être passé par un cycle naturel, ça veut dire sans stimulation hormonale, seulement le contrôle échographique des cycles de la règle jusqu'à l'ovulation, ou un cycle stimulé. Vraiment, si on cherche seulement le développement d'un seul follicule, c'est l'idée de l'insémination, avoir qu'un follicule. Si nous avons un follicule par voie naturelle et un follicule par voie stimulée, les taux, c'est la même. Il n'y a pas de différence entre les cycles naturels et stimulés si nous avons un follicule chaque fois. Mais avec un cycle stimulé, il y aura une possibilité d'avoir 2 follicules. Si ça c'est le cas, normalement, on va vous informer en avance et comme ça, vous pouvez décider si vous voulez continuer ou pas. Normalement, s'il y a 3 follicules ou plus, on arrête le traitement. C'est pas possible de continuer s'il y a 3. OK? Et dans ce tableau, vous pouvez voir aussi le nombre de cycles qui sont nécessaires pour arriver à un bon taux de réussite. Normalement, on recommande 3-4 cycles d'insémination artificielle et s'il n'y a pas de positif, on recommande de passer par les fécondations in vitro. Okay? Normalement, à partir de la 4e, 4e, les taux se stabilisent. Okay? Et j'ai déjà vous expliqué les désavantages de l'insémination, c'est le taux de réussite, que c'est pas beaucoup, et la nécessité peut-être de passer par plusieurs cycles pour arriver à avoir le grossesse. Okay? La fécondation in vitro, c'est le traitement plus connu. La fécondation in vitro, c'est différent. Dans les cycles de fécondation, nous voulons pas seulement synchroniser le moment, mais avoir plusieurs follicules et faire grandir plus d'un follicule. Chaque fois que nous, comme professionnels, que nous voulons programmer un cycle de fécondation in vitro, et nous pensons toujours à la quantité de ovules de la patiente et la qualité, bien sûr. Ce sont les deux choses qui vont nous donner les pronostics de traitement. Et ça, c'est important pour nous pour savoir quel protocole on va commencer à travailler, quelle est la médication, le dosage et tout ça. Et bien sûr, pour vous, pour connaître le pronostic, les options réelles de réussite avec la fécondation. Donc, la quantité, ça peut varier selon l'histoire familiale de chaque personne, la génétique, et bien sûr, l'hygiène de vie de la personne. Et ça, nous pouvons les voir, évaluer par la prise de sang, l'hormone antimolérienne, qui est l'hormone qui nous indique la réserve ovarienne de la personne, ou par l'échographie, par l'évaluation des follicules entre eux. La qualité de l'ovocyte, par contre, ça correspond plutôt à l'âge de la femme. Toutes les femmes, même si ce sont femmes jeunes, toutes les femmes produisent des ovules aneuploïdes. Okay?
c'est un peu normal. Mais c'est vrai que c'est à partir de l'âge de 35 qu'on commence à produire plus de quantité de ovules altérées, aneuploïdes, altérées génétiquement. Ça, c'est physiologique. 35, 38, et vraiment à partir de l'âge de 40, on perd beaucoup la quantité, quantité de ovules. Donc, notre recommandation est toujours de chercher les grossesses avant l'âge de 38 et de savoir qu'à partir de 35, la quantité de ovules qui ont été altérés, c'est énorme. Et vraiment, c'est l'aneuploïdie, ces altérations génétiques sont les causes de chèques d'implantation et de fausses couches à répétition ou de pas trouver le grossesse. Ici, je vais vous expliquer un peu comment est-ce que la fécondation in vitro fonctionne. Tout le cycle commence, pareil comme l'insémination, non? Avec le règle. À partir du moment de règle, la patiente doit commencer le processus de stimulation. La stimulation se fait avec de petites piqûres sous-cutanées. Vous pouvez vous-même passer par faire les piqûres, okay, des hormones. Il faut penser à peu près 12 jours de médication avant d'être prêt pour la ponction. Une fois que les follicules sont prêts, on va programmer donc la ponction ovarienne et à partir de ce moment, la ponction, on l'appelle G0 de processus. À partir de ce moment, le laboratoire va commencer à évaluer la formation des embryons. Normalement, le laboratoire va vous informer chaque jour l'évolution, le développement de l'embryon et il faut laisser l'embryon jusqu'au état de blastocyste, 5e jour, pour vraiment considérer que l'embryon est là pour transférer. Okay? Ici, à notre clinique, nous travaillons seulement avec des embryons au état de blastocyste et nous travaillons aussi seulement avec ICSI. Ça, c'est parce qu'il y a 2 fois de faire la fécondation au G0. La fécondation peut être dans une façon naturelle, on va dire, la conventionnelle, ou par ICSI. Ici, nous travaillons qu'avec ICSI, ok? Et nous laissons toujours les embryons au état de blastocyste. Et je vais vous montrer le vidéo de comment est-ce que l'embryon, les biologistes, par des équipes de time-lapse, ils peuvent voir le développement chaque jour de l'embryon. Ça, à ce moment, 2 cellules, ça c'est un embryon à J2. J3, 4 cellules. Les biologistes doivent valorer pas seulement le nombre de cellules, mais aussi l'aspect, la quantité, la partie externe de l'embryon pour considérer si l'embryon est morphologiquement bien ou pas. Une fois que l'embryon arrive au état de blastocyste, 35e jour, normalement entre J5 et J6, l'embryon arrivera au état de blastocyste. Une fois que l'embryon soit là, au état de blastocyste, ces embryons, nous pouvons, pour avoir trois options de destiner. Premièrement, les transférer, passer par le transfert de l'embryon au état de blastocyste. Deuxième option, c'est vitrifier l'embryon, congeler l'embryon. Ou troisième option, faire passer l'embryon pour l'étude génétique. L'étude génétique, normalement, on le recommande quand la patiente a plus de 38 ans. Et il s'agit de prendre de la partie externe de la capsule de l'embryon, prendre 3-4 cellules pour envoyer des cellules pour étudier et connaître vraiment si l'embryon est génétiquement normal ou pas. Et ça, on le recommande à partir de l'âge de 38. OK? Donc, ici, c'est un exemple de la biopsie. Comment est-ce que le laboratoire passe par l'étude génétique.
cette petite image ici que vous voyez, c'est un petit laser. Ça peut aider un peu le laboratoire pour couper l'embryon. Mais si vous voyez ça, que l'embryon commence à avoir un mouvement important, ça, c'est pas un problème pour l'embryon. Normalement, si l'embryon est morphologiquement normal, l'étude génétique peut se faire sans problème. OK? Donc, à ce moment, l'embryon a entre 250 et 300 cellules. Et le laboratoire doit s'occuper seulement de prendre 3 cellules de la partie externe, à peu près. Donc, c'est pas un problème pour l'embryon. Et ici, je vais vous expliquer un peu une autre option que nous avons à notre clinique. Si, par exemple, la patiente a une réserve ovarienne qui est faible, pas beaucoup, ou si la patiente commence déjà avec pas plusieurs follicules en trop, ça veut dire qu'à la fin du cycle, nous aurons peut-être un embryon ou 2 maximum, ok? Si, je vais vous donner un exemple, si la patiente a 40 ans, à ce moment, nous savons par statistique que la possibilité de trouver des embryons génétiquement altérés est de 70% à peu près. Donc, si nous avons seulement un embryon, c'est mieux, on va recommander de faire un 2e cycle de fécondation in vitro pour essayer d'accumuler, avoir plusieurs embryons, garder les embryons ensemble et finalement envoyer les embryons une seule fois pour l'étude génétique. Parce que quand on passe par l'étude génétique, nous voulons avoir plus de 3, 4, 5 embryons si possible, ok? Donc, il y a une option de ça on l'appelle embryo banking, ça c'est une accumulation des embryons de 1, 2, 3 cycles maximum pour envoyer tous les embryons ensemble pour l'étude, ok? Ici, je vais vous montrer ce petit tableau, les taux accumulés de grossesse selon l'âge de la femme et le traitement. Par exemple, si la femme a moins de 38 ans, le taux accumulé sera de 75%. Si par contre, comme je vous dis, c'est très important, les composants génétiques des embryons à partir de 38 ans. Si on commence à programmer un processus de fécondation in vitro sans PGTA, sans l'étude génétique des embryons, le taux de réussite, c'est seulement 15%. Par contre, si à partir de l'âge de 38, nous passons par le PGTA et nous trouvons un embryon génétiquement équilibré, génétiquement normal pour le transfert, le taux accumulé, ça peut augmenter jusqu'à 82%. Et normalement, à partir de l'âge de 42-43 ans, on recommande déjà à passer par le traitement des dons d'ovules. Ça sera le traitement qui peut vous offrir plus de possibilités si on considère la qualité génétique des embryons. Et le taux accumulé, c'est de 87% dans ces cas-là. Et finalement, on va vous expliquer un peu les traitements de la méthode ROPA, maternité partagée, aussi appelée réception d'ovocytes de partenaires, ou co-fécondation in vitro, ou adoption de ovules d'un couple. Ça, c'est une variation de la fécondation in vitro qui permet au couple de femmes de participer tous les deux activement à la grossesse. Seulement vous rappelez que très près de vous, en Espagne, vous avez la chance de que cette méthode puisse se pratiquer en toute liberté, car le cadre juridique espagnol vous le permet. Et la seule condition nécessaire pour passer par la méthode ROPA est qu'elles doivent être mariées. OK? Donc, la méthode ROPA, pour cela, une femme réalise la stimulation, ça veut dire la médication hormonale par piqûre, la stimulation ovarienne, punction ovarienne, et avec ces ovules, et bien sûr l'échantillon sperme de donneur, le laboratoire doit créer des embryons. Et l'autre reçoit l'implantation. Après être passé, bien sûr, par la préparation de l'endomètre. Et la préparation de l'endomètre par la réceptrice, c'est pas piqûre, c'est pas comme la stimulation, c'est un traitement artificiel
hormonal substitutif, on l'appelle un cycle hormonal substitutif, par voie orale et vaginale. C'est facile à prendre, ok? Donc, cette femme passera pour le transfert. Les transferts, comme nous travaillons ici seulement avec des embryons au état de blastocyste, le transfert sera seulement d'un embryon par cycle. Les autres resteront vitrifiés, congelés pour les deuxièmes tentatives, deuxième enfant ou s'il y a un échec d'implantation. Okay? Mais ça sera seulement un transfert d'un embryon par cycle. De cette façon, si vous rêvez de participer tous les deux activement à la naissance de votre futur bébé, et pour vous, la méthode ROPA est idéale. Et quand on prépare, on commence à programmer la méthode ROPA, il y a deux options, je veux dire. Et nous pouvons faire en même temps profiter le même cycle de la patiente qui va passer pour la ponction, la préparation, et ponction ovarienne, formation des embryons. Nous pouvons profiter le même cycle pour préparer la réceptrice pour les transferts, ou si nous voulons, nous pouvons faire un cycle asynchrone. Ça veut dire, premièrement, former les embryons, créer des embryons, congeler, vitrifier, et après, dans un autre mois, un autre moment, faire la préparation de la réceptrice, préparation endométriale pour les transferts. Il n'y a pas de différence statistique de taux de réussite si on le fait synchronisé ou asynchrone. Vraiment, c'est pas la différence est plutôt d'organisation pour vous. Si vous préférez d'être tranquille, finir le traitement avec un de vous et après passer par l'autre, parfait. Si vous préférez faire le traitement ensemble le même mois, et ponction et 5 jours plus tard transfert, c'est pareil, ok? Et nous avons des scénarios additionnels aussi possibles, comme la congélation ovocitaire partielle. Par exemple, si la femme qui passe par la ponction, ces jours-là a, on va dire, 14 ovules, ok? Nous pouvons féconder 7 pour passer après par la fécondation, formation et transfert d'un embryon. Et les autres 7, nous pouvons les garder, vitrifier seulement ovocytes sans passer par la fécondation pour le futur. Ok? Et c'est possible aussi de faire un changement de rôle entre donneuse et receveuse. Si à ce moment vous décidez de seulement donner vos ovules, au futur, si vous êtes marié, vous pouvez recevoir votre même embryon sans problème. Ok? Et comme je déjà vous expliqué, c'est possible de faire la stimulation au transfert simultané. Et aussi la préservation de la fertilité pour les patients transgenres. Donc, si vous me demandez, est-ce qu'il y a des avantages de méthode ROPA? Oui, c'est si vous voulez une combinaison de matériel génétique et gestationnel entre les deux, c'est un traitement idéal. Et de cette façon, avec la méthode ROPA, vous pouvez mettre en place un modèle familial selon vos libertés, selon vos souhaits personnels, ok? Et d'un point de vue médical, la méthode est accessible et facile à faire, avec un bon résultat et une demande croissante et simple. Et d'un point de vue finalement psychologique, je pense que le plus important est que la méthode ROPA puisse contribuer à réduire, si est-ce qu'il y a, à réduire les relations asymétriques entre femmes homosexuelles et ses enfants. Et aussi pourrait améliorer l'équité dans le fonctionnement des couples du même sexe. Donc, c'est une bonne option. Et quel que soit le traitement que finalement vous décidez, et je suis complètement sûre que l'équipe de IVF Live sera ravie de vous accompagner durant tout votre voyage de futures mamans. Okay? Donc, on passera maintenant à les questions. J'imagine que Fran sera
Oui, C'est bonjour là. encore. Je vous rejoins déjà. Et puis, on va passer à la partie des questions et réponses. On va voir un petit peu. Merci. Bon, d'abord, merci beaucoup, Sulima, pour votre exposé. On commence déjà avec les questions et réponses. Et puis, je vais chercher. Bon, il nous demande, c'est lequel le rôle génétique de la femme qui passe la grossesse dans le procès du traitement repas. Le rôle génétique. Oui. J'imagine que le demande, c'est oui, c'est la personne qui passe par les méthodes, les deux vont passer par les méthodes, ok? Il y aura une personne, la donneuse, elle va apporter ses charges génétiques. La charge génétique générale de l'ovule, ça sera de la donneuse, ok? Mais une fois qu'on commence à produire et former des embryons, ça, là, on va ajouter la charge génétique du spermatozoïde. Donc, les composants génétiques de l'embryon, fermer les composants génétiques de l'embryon, ce sera 50% de la donneuse et 50% des donneurs. Mais après, à partir du moment qu'on passe par les transferts, à ce moment, il y a une troisième personne qui commence à participer au processus. Et avant, il y a quelques années, n'a été pas confirmé par la biologie si est-ce que la réceptrice peut apporter ou donner quelque chose à l'embryon ou pas. Mais aujourd'hui, nous savons que oui, il y a un concept qu'on l'appelle, c'est appelé par la biologie épigénétique, c'est pas génétique, c'est épigénétique. Et l'épigénétique nous indique que oui, la réceptrice peut, pas d'une façon, pas qu'elle peut choisir, ses propres corps peut activer ou désactiver les différents groupes de gènes de l'embryon. Donc oui, l'embryon va changer selon la réceptrice, selon l'activité épigénétique de la réceptrice. Et pour ça, c'est plus important aussi d'avoir une hygiène de vie contrôlée pour la réceptrice parce que ses propres corps va permettre de donner l'information épigénétique à l'embryon. Okay? Et ça a été démontré après des études deux embryons différents qui viennent de même parents ont été transférés sur deux utérus différents et finalement les personnes les maladies, les conditions personnelles de chaque embryon, on va dire au futur, c'est complètement différent. Donc oui, il y a génétique, ça c'est la charge générale de l'embryon, mais aussi c'est pareil, c'est la même importance, l'épigénétique, ok? Ok, merci beaucoup, Solina, pour votre réponse. Bon, on passe à la suivante question et elle nous demande, même si elle est anonyme, au cas de que l'enfant ait un problème de santé, pardon, est-ce qu'il est possible d'avoir information à propos le donneur? Oui, si C'est du méthode repas, de la question. Ouais. Oui, ça c'est la question, c'est pour les dons. Si vraiment il y a un problème important de santé de l'enfant, oui, nous pouvons vous donner l'information nécessaire du donneur. C'est vrai que le traitement de dons est anonyme pour vous, mais c'est pas un traitement anonyme en général ici pour le ministère de la Santé, parce qu'ici il y a un registre national de dons et nous pouvons vous donner l'information si nécessaire, mais aussi vous pouvez demander au futur au ministère de la Santé quelques informations importantes de donneur. Mais ça c'est seulement s'il y a un problème, comme la question a dit, s'il y a un problème important des maladies de l'enfant. OK? Ok, parfait, Sulima. Bon, et suivante question, il nous propose, alors, il nous dit, ou bien elle nous dit, est-ce qu'il est possible de passer la méthode repas sans s'être marié? Non. Non, la condition pour accéder aux méthodes repas ici en Espagne,
est-ce qu'elle doit être mariée. Paxé, mariée, mais oui, c'est nécessaire. C'est pas possible de le faire si les femmes sont célibataires, non. Parce que sinon, ça peut être considéré comme une donation de boules d'une personne qui est connue. Donc, non. La condition, c'est qu'elle doit être mariée. OK? Ok, parfait. Donc, on est presque déjà en train d'arriver à la fin des questions et elle nous demande quelle est la différence entre travailler avec un blastocyte et un embryon dans ses premiers jours. Vraiment, c'est le développement de l'embryon. Les blastocystes est l'état plus grand, plus fort de développement embryonnaire. C'est au état de blastocyste que l'embryon doit s'implanter. Donc, avant, et même aujourd'hui, vous pouvez voir en France, il y a des protocoles, il y a des cliniques qui peuvent travailler avec des embryons au J2 ou des embryons au J3. Ici en Espagne aussi, avant, nous travaillions avec des embryons petits, mais il faut tenir compte que normalement, entre J0, J1 et J5, seulement 50% des embryons peuvent arriver au état de blastocyste. Donc, si pas tous les embryons arriveront au état de blastocyste, et ça c'est physiologique. Si nous avons l'information morphologique plus avancée de l'embryon, ça peut vous donner plus d'informations de qu'est-ce qui se passe avec l'embryon pendant les jours de développement. Et aussi, sur les blastocystes, l'embryon qui aura plus de possibilités d'implantation. OK? C'est, on va dire, l'embryon plus fort, plus grand de cycle. Donc, notre recommandation est, si vous pouvez, même si vous passez par le traitement en France, demander des embryons au état de blastocyste. Ok, merci beaucoup encore, Solima, pour votre réponse. Et puis, moi, je voudrais demander, de mon côté, je pense, ma propre question. Et est-ce que alors, à quoi il s'agit? Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu à quoi il s'agit la l'épigénétique un petit peu plus de ce qu'on avait parlé? Oui, l'épigénétique, c'est quelque chose qui est sur la génétique et c'est ça qui va nous permettre. Je vais vous expliquer peut-être avec une partition de musique. Vous pouvez penser, vous pouvez imaginer une partition de musique, ok? Il y a Beethoven, par exemple, avait écrit une partition particulière de musique. Et selon la personne qui va lire la musique, ça peut être d'une façon ou l'autre façon. Donc, la génétique, c'est ça qui est déjà écrit, c'est ça qui est déjà fermé. Ça, c'est une condition que c'est pas possible à changer. C'est une chose qui est écrite, ok? Ça, c'est le karyotype, on va dire, de l'embryon. Ça que la mère biologique et le père peut lui donner. Mais l'épigénétique, c'est la façon d'interpréter. C'est quelque chose basale, ok? Et l'épigénétique, c'est ça, c'est votre condition génétique particulière qui va permettre de présenter ou désactiver des choses sur l'embryon. Donc, c'est la façon d'interpréter la musique, on va dire. OK? Et ça c'est différent en chaque personne. Ok, merci beaucoup pour cette petite explication aussi à propos de la biogénétique et ça m'a aidé vraiment beaucoup. Donc, on arrive déjà presque à la fin de notre partie des questions et réponses. Je vous rappelle qu'on aura des nouveaux événements, des nouveaux paiements après celui-là et que vous aurez l'occasion de participer du prochain Passive Meeting pendant le jour 3 et 4 de février. Et ça sera des consultations gratuites qui auront en même temps un 10% de réduction si finalement vous passez un traitement avec nous. Merci beaucoup pour être ici avec nous, avec la Dr Solima.
Et on vous rejoint et on vous attend dans les prochains événements. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Bonne soirée, au revoir. Merci, Franck. Au revoir.